Juin 2025, l'Afrique coupe un circuit financier vieux de plusieurs décennies. En contournant le dollar pour ses échanges internes, le continent promet des transactions plus rapides, moins chères, mais aussi une rupture symbolique avec un ordre monétaire imposé. Que change vraiment cette bascule pour les entreprises, les États et les citoyens? Et pourquoi le rôle d'Ibrahim Traoré devient-il central dans cette séquence historique? Un test grandeur nature commence. Cette analyse promet une chose précise: comprendre ce que le système de paiement panafricain change concrètement, au-delà du discours politique. L'enjeu n'est pas idéologique, il est opérationnel. Coûts, délais, accès au marché. Pour les États, il s'agit de récupérer une marge de manœuvre financière longtemps cédée à des intermédiaires extérieurs. Pour les entreprises, surtout les PME, c'est la possibilité de commercer sans que les frais bancaires ne mangent les marges. Pour les citoyens, l'enjeu est plus diffus, mais tout aussi réel. Une économie plus fluide signifie des prix plus stables et des revenus moins exposés aux chocs extérieurs. Mais cette promesse a un revers. En se détachant du dollar, l'Afrique assume seule la responsabilité de ses flux financiers, de la sécurité numérique à la coordination entre banques centrales. Rien ne garantit que la transition soit linéaire. Les gains annoncés peuvent être rapides, les risques aussi. C'est précisément dans cette zone de tension que s'inscrit l'action de figures, comme Ibrahim Traoré, qui défendent la souveraineté monétaire, tout en sachant que chaque erreur se paiera comptant. En quelques mois seulement, les frais des paiements transfrontaliers intra-africains ont chuté de 20 à 30%. Plus surprenant encore, des transactions qui prenaient jusqu'à 5 jours sont désormais réglées en quelques heures. Ce basculement rapide explique pourquoi le lancement du système de paiement panafricain, en juin 2025, a été perçu comme un tournant, plutôt que comme une simple réforme technique. Avant ce changement, le commerce entre deux pays africains suivait presque toujours un détour absurde. L'argent quittait le continent, transité par des banques à New York ou à Londres, était converti en dollars, puis revenait vers l'Afrique sous forme de devise locale. Chaque étape ajoutait des frais, des délais et une dépendance structurelle à des institutions étrangères. Ce mécanisme n'était pas accidentel. Il était l'héritage direct d'un ordre monétaire mondial construit sans l'Afrique comme centre de décision. C'est cette réalité qui a progressivement déclenché une prise de conscience collective. Dès 2023, un groupe de pays africains commence à travailler discrètement sur une alternative. L'objectif était clair: permettre aux banques centrales du continent de se connecter directement, sans intermédiaires occidentaux, et d'utiliser les monnaies locales pour les échanges intra-africains. Le projet avance sans annonce spectaculaire, précisément pour éviter les pressions extérieures. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des porte-voix intellectuels de cette démarche. Économiste engagé en faveur de la souveraineté financière, il insiste sur un point simple. Tant que les flux monétaires africains dépendent d'une monnaie étrangère, toute indépendance économique reste partielle. Son influence ne tient pas à un poste unique, mais à sa capacité à articuler une vision partagée par plusieurs décideurs africains. La mini-révélation n'est donc pas seulement chiffrée, elle est structurelle. Ce système ne cherche pas à défier frontalement l'ordre mondial, mais à corriger une inefficacité coûteuse qui pénalisait le commerce africain depuis des décennies. La question n'est plus de savoir pourquoi ce projet a émergé, mais pourquoi il a mis si longtemps à voir le jour. Derrière l'architecture technique du système de paiement panafricain, il y a des acteurs concrets qui ont servi de relais entre la vision politique et l'application réelle. Les banques centrales des pays participants ont joué un rôle clé, non seulement en adaptant leurs infrastructures numériques, mais aussi en acceptant de coopérer directement, sans passer par des chambres de compensation extérieures. Cette coopération, longtemps considérée comme irréaliste, s'est construite pas à pas, souvent loin des projecteurs. Sur le terrain, les premiers bénéficiaires ne sont pas les grandes multinationales, mais des entreprises intermédiaires. Une PME nigériane active dans l'import-export régional, par exemple, n'a plus besoin d'immobiliser de la trésorerie pendant plusieurs jours en attendant qu'un paiement transite par l'étranger. Cette réduction du délai modifie immédiatement la gestion des stocks
la négociation avec les fournisseurs et la capacité à honorer de nouvelles commandes. L'effet est discret mais cumulatif. Un autre cas révélateur concerne les institutions financières locales. En interagissant directement entre elles, les banques africaines conservent une part plus importante de la valeur générée par les transactions. Ce changement améliore leur liquidité et renforce leur rôle dans l'économie régionale, là où elles étaient auparavant cantonnées à un rôle d'exécutant d'ordre venu de l'extérieur. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré agit comme un repère intellectuel, plutôt que comme un gestionnaire opérationnel. Ses prises de position ont aidé à légitimer l'idée que ces ajustements techniques avaient une portée stratégique plus large, sans pour autant promettre des résultats immédiats, irréalistes. Le véritable impact se mesure ici. Moins de friction, plus d'autonomie, sans rupture brutale. Avant 2025, une transaction commerciale entre deux pays africains suivait un schéma presque immuable. L'argent quittait le continent, passait par une banque correspondante aux États-Unis ou en Europe, était converti en dollars, puis revenait vers l'Afrique sous forme de monnaie locale. Après juin 2025, ce détour disparaît. Les flux circulent directement entre banques centrales africaines, en monnaie locale, sur une infrastructure numérique commune. Cette rupture marque le point de bascule. Le déclencheur n'est pas un événement isolé, mais une accumulation de frustrations. Pendant des années, les États africains observent les coûts croissants des transactions internationales et la lenteur des paiements intra-africains. Le commerce régional progresse, mais reste entravé par des mécanismes financiers conçus pour d'autres priorités. À partir de 2023, plusieurs pays décident de transformer ce constat en projets concrets. Des groupes de travail se forment, des tests techniques sont lancés, et les discussions se déplacent à des déclarations politiques vers des choix opérationnels. La phase de montée en puissance est volontairement discrète. L'architecture numérique est conçue pour relier directement les banques centrales participantes, en évitant les intermédiaires étrangers. Chaque pays conserve sa monnaie, mais accepte des règles communes de compensation et de règlement. Cette approche pragmatique permet d'avancer sans attendre une harmonisation monétaire complète, souvent jugée irréaliste à court terme. Les premières simulations confirment que le système peut réduire les délais de plusieurs jours à quelques heures. Le lancement officiel en juin 2025 à Abuja agit comme un accélérateur. 19 pays s'engagent publiquement à utiliser ce réseau pour leurs transactions intra-africaines. À ce moment-là, le projet cesse d'être expérimental. Il devient un choix politique assumé, avec ses bénéfices attendus et ses risques potentiels. Pour les entreprises, l'impact est immédiat. Les paiements plus rapides améliorent la trésorerie, réduisent l'incertitude et facilitent les échanges régionaux. Pour les banques locales, c'est l'occasion de renforcer leur rôle dans la chaîne de valeur financière. Les répliques apparaissent rapidement. Certains acteurs extérieurs observent cette évolution avec prudence, voire inquiétude. D'autres régions du monde commencent à s'interroger sur la reproductibilité du modèle. À l'intérieur du continent, des débats émergent sur la sécurité numérique, la gouvernance du système et la capacité des infrastructures nationales à suivre le rythme. Rien n'est figé, et chaque avancée soulève de nouvelles questions. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré intervient comme une voix qui relie les étapes techniques à une lecture plus large. Il insiste sur le fait que la chronologie compte autant que le résultat final. Avancer trop lentement perpétue la dépendance, avancer trop vite expose à des fragilités internes. Son discours accompagne le mouvement sans le simplifier. Le fil conducteur reste clair. Ce qui a commencé comme une correction d'inefficience financière devient un processus de rééquilibrage, dont les effets continuent de se propager bien au-delà des premières transactions. Avant le système panafricain, une transaction intra-africaine coûtait souvent plus de 20% et prenait jusqu'à 5 jours. Après juin 2025, les frais passent sous les 3% et le délai se compte en quelques heures. Cette bascule chiffrée résume l'intérêt économique immédiat du nouveau dispositif, mais elle mérite d'être décortiquée pour éviter toute lecture simpliste.
La première donnée clé concerne la baisse des frais de transaction, estimée entre 20 et 30%. Cette réduction signifie des marges préservées pour les entreprises africaines. Avant 2025, ces coûts provenaient de plusieurs couches. Banques correspondantes étrangères, conversions multiples de devises, commissions de compensation. En supprimant ces intermédiaires, le système panafricain agit comme un raccourci financier. Les économies déjà ne sont pas marginales. Pour une PME opérant à faible volume, elles déterminent parfois la viabilité même de l'activité. Le deuxième indicateur porte sur la vitesse des paiements. Les délais, autrefois mesurés en jours ouvrables, tombent désormais à quelques heures. La rapidité améliore la trésorerie et réduit l'incertitude opérationnelle. Cette accélération a des effets en chaîne. Les entreprises peuvent réinvestir plus vite, honorer des commandes sans immobiliser du capital et négocier différemment avec leurs partenaires. À l'échelle macroéconomique, cette fluidité renforce la circulation de la valeur à l'intérieur du continent, au lieu de la voir se dissiper dans des circuits extérieurs. Le troisième chiffre, souvent cité, est l'estimation d'environ 5 milliards de dollars d'économies annuelles potentielles. Ces fonds peuvent être réinjectés localement plutôt que captés à l'étranger. Ce montant ne correspond pas à un gain immédiat et uniforme, mais à un potentiel agrégé. Il repose sur la généralisation progressive du système et sur l'augmentation du volume des échanges intra-africains. Autrement dit, le chiffre n'est pas une promesse, mais un plafond conditionnel. Ces données doivent toutefois être lues avec prudence. Elles reflètent les premiers mois de fonctionnement et concernent principalement les pays disposant déjà d'infrastructures bancaires relativement solides. Les écarts entre régions subsistent et la performance moyenne masque des réalités contrastées. C'est précisément là que le débat s'ouvre sur la soutenabilité du modèle. Ibrahim Traoré insiste sur ce point dans ses interventions publiques. Les chiffres sont encourageants, mais ils n'ont de valeur stratégique que s'ils s'inscrivent dans la durée. Pour lui, la souveraineté financière ne se mesure pas uniquement à des pourcentages ou à des délais, mais à la capacité des institutions africaines à maintenir et sécuriser ces gains. Les données actuelles montrent une direction, pas une destination finale. En reliant coûts, délais et volume, la preuve quantitative dessine un constat clair. Le système panafricain fonctionne techniquement et produit des effets mesurables. La question centrale devient alors moins celle de l'efficacité que celle de l'extension et de la résilience face aux contraintes futures. Les critiques du système de paiement panafricain ne manquent pas, et les plus sérieuses méritent d'être prises au sérieux. Le premier argument avancé concerne la sécurité numérique. Selon plusieurs analystes, connecter directement les banques centrales de pays au niveau technologique inégaux crée un risque systémique. Une cyberattaque ou une défaillance technique dans un seul nœud pourrait perturber l'ensemble du réseau. Dans un continent où certaines infrastructures restent fragiles, cette crainte n'est pas théorique. Elle touche aussi au cœur même de la confiance nécessaire au bon fonctionnement d'un système de paiement. Le deuxième argument porte sur la capacité institutionnelle. Gérer un mécanisme de compensation multilatéral exige des compétences, des procédures harmonisées et une supervision constante. Or, toutes les banques centrales africaines ne disposent pas du même niveau de ressources humaines ou réglementaires. Les sceptiques estiment que cette asymétrie pourrait ralentir l'adoption, voire créer des déséquilibres entre pays avancés et pays en rattrapage. À terme, le système risquerait de reproduire, à l'intérieur du continent, les mêmes hiérarchies qu'il cherche à abolir à l'échelle mondiale. Ces critiques sont fondées, mais elles ne suffisent pas à invalider le projet. D'abord, le système panafricain ne repose pas sur une centralisation totale, mais sur une architecture distribuée. Cela limite l'effet domino redouté en cas d'incident isolé. Ensuite, les premiers résultats montrent que les pays participants ont commencé par des volumes maîtrisés, précisément pour tester la robustesse du dispositif avant une montée en charge plus large. Cette progression graduelle réduit les risques systémiques.
Sur le plan institutionnel, l'argument du déficit de capacité ignore une dynamique déjà observée ailleurs sur le continent. Le développement rapide des services financiers mobiles a montré que des écarts initiaux pouvaient être comblés plus vite que prévu, à condition d'un cadre commun et d'incitations claires. Ibrahim Traoré souligne souvent que la souveraineté financière n'est pas un état figé, mais un processus d'apprentissage collectif. En réalité, le débat ne porte pas sur l'existence de risques, mais sur leur gestion. Les données disponibles indiquent que le système produit déjà des gains mesurables tout en laissant une marge d'ajustement. C'est cette combinaison, efficacité immédiate et flexibilité institutionnelle, qui explique pourquoi les critiques n'ont pas freiné l'adhésion initiale des États. Le point de bascule apparaît ici. Le système de paiement panafricain ne fonctionne pas seulement parce qu'il est moins cher ou plus rapide, mais parce qu'il modifie les comportements. Une fois que les entreprises et les banques ont expérimenté des règlements en quelques heures, le retour en arrière devient coûteux, non financièrement, mais stratégiquement. Cette inertie inversée est la véritable révélation de mi-parcours. Jusqu'ici, l'attention s'est portée sur les chiffres et les délais. Pourtant, l'effet le plus durable se situe ailleurs. Les acteurs économiques commencent à planifier leurs échanges en supposant que le dollar n'est plus un passage obligé. Cette anticipation change la manière de négocier les contrats, de structurer les chaînes d'approvisionnement et même de choisir ses partenaires commerciaux. Le système cesse alors d'être un outil, il devient une norme émergente. C'est dans cette transition silencieuse que s'inscrit la lecture d'Ibrahim Traoré. Il ne présente pas le dispositif comme une victoire finale, mais comme un seuil psychologique franchi. Une fois que la confiance minimale est installée, l'adoption progresse moins par décision politique que par usage répété. Ce moment redéfinit la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir si l'Afrique peut contourner le dollar, mais si elle saura gérer les conséquences d'un espace financier plus autonome. La réponse ne dépendra pas d'un discours, mais de la capacité à consolider ce nouveau réflexe collectif. Pour les États, l'effet le plus visible est budgétaire et stratégique. En réduisant les frais de transaction et la dépendance aux circuits financiers extérieurs, les gouvernements récupèrent une partie de la valeur qui s'évaporait auparavant hors du continent. Cette marge supplémentaire ne se traduit pas automatiquement par des excédents, mais par une plus grande prévisibilité des flux financiers. Les ministères des Finances peuvent planifier avec moins d'incertitudes liées aux délais ou aux variations imposées par des intermédiaires étrangers. À moyen terme, cette stabilité renforce la capacité à financer des politiques publiques sans exposition directe aux pressions monétaires extérieures. Pour les entreprises, en particulier les PME, les conséquences sont immédiates et opérationnelles. La réduction des frais, passer de niveaux supérieurs à 20% à des coûts inférieurs à 3% dans certains cas, change l'équation économique de nombreux échanges régionaux. Des activités auparavant marginales deviennent rentables. La rapidité des paiements, désormais mesurée en heures plutôt qu'en jours, améliore la gestion de trésorerie et réduit le besoin de financement à court terme. Les entreprises peuvent accepter plus facilement des commandes transfrontalières, diversifier leurs partenaires et ajuster leurs prix sans intégrer une prime de risque excessive. Pour les citoyens, l'impact est moins direct, mais tout aussi réel. Une économie où les paiements circulent plus vite et à moindre coût tend à répercuter ses gains sur les prix finaux. Les producteurs agricoles, par exemple, reçoivent leurs revenus plus rapidement, ce qui réduit les périodes de tension financière entre deux cycles de production. À terme, cette fluidité peut se traduire par une meilleure stabilité des revenus et une moindre exposition aux chocs extérieurs, notamment lorsque ces crises monétaires touchent ces économies occidentales. Pour la région dans son ensemble, l'enjeu dépasse la simple efficacité économique. Le système de paiement panafricain renforce l'intégration financière et crée un précédent géopolitique. Il montre qu'une coopération régionale pragmatique est possible sans attendre une union monétaire complète. Cette crédibilité nouvelle attire l'attention d'autres régions du Sud global, qui observent le modèle comme une alternative potentielle à la domination d'une monnaie unique. Dans cette lecture globale,
Ibrahim Traoré insiste sur un point précis. Les conséquences positives ne sont pas automatiques, elles dépendent de la capacité des acteurs à utiliser pleinement l'outil. Pour lui, le vrai bénéfice apparaît lorsque États, entreprises et institutions financières alignent leurs pratiques sur cette nouvelle réalité, au lieu de la traiter comme une exception temporaire. Ainsi, les effets du système ne se limitent pas à des gains isolés. Ils redessinent progressivement les rapports économiques à l'intérieur du continent et modifient la place de l'Afrique dans l'équilibre financier mondial. La question qui s'ouvre maintenant est simple en apparence. Que se passe-t-il si le système de paiement panafricain continue sur sa trajectoire actuelle, s'il accélère, ou s'il rencontre des blocages majeurs? Les 6 à 12 prochains mois seront décisifs, car ils détermineront si l'initiative reste un succès régional limité ou devient une référence plus large. D'abord, si l'on se place dans le scénario de base, dans l'hypothèse la plus probable, l'adoption progresse de manière régulière mais prudente. Les 19 pays déjà engagés consolident leurs infrastructures, investissent dans la cybersécurité et élargissent progressivement les volumes traités. Les coûts de transaction continuent de baisser, sans rupture spectaculaire, et la rapidité des paiements devient la norme pour le commerce intra-africain. Ce scénario stabilise les gains actuels et renforce la confiance, sans bouleverser immédiatement les équilibres financiers mondiaux. Ensuite, dans un scénario plus optimiste, si l'effet d'entraînement joue pleinement, de nouveaux pays rejoignent rapidement le réseau. L'interopérabilité s'améliore, les banques locales gagnent en expertise et le volume des échanges intra-africains augmente sensiblement. Dans ce contexte, le système de paiement cesse d'être perçu comme une alternative régionale et commence à être étudié comme un modèle exportable vers d'autres régions du Sud global. L'Afrique se positionne alors comme un laboratoire d'innovation financière, capable de proposer des solutions crédibles hors du cadre dominé par le dollar. Enfin, dans un scénario plus pessimiste, à l'inverse, des contraintes techniques ou politiques peuvent freiner l'élan. Des failles de sécurité, des retards d'investissement ou des pressions extérieures pourraient ralentir l'adoption et accentuer les écarts entre pays. Le système continuerait d'exister, mais à un rythme inférieur aux attentes, limitant son impact économique global. Dans ce cas, la promesse d'autonomie financière resterait partiellement réalisée, sans disparaître totalement. Ces 3 trajectoires partagent un point. Point commun. Aucune n'est automatique. Le résultat dépendra de choix concrets, de la coordination institutionnelle et de la capacité à apprendre rapidement des premiers mois d'utilisation. Le système a franchi le seuil de faisabilité. Il entre maintenant dans une phase où la gouvernance comptera autant que la technologie. Pour les entrepreneurs et dirigeants de PPE, l'impact est avant tout psychologique autant que financier. La possibilité d'être payé en quelques heures, sans passer par des circuits bancaires extérieurs, modifie la perception du risque. Les échanges régionaux ne sont plus vus comme une option marginale ou complexe, mais comme une extension naturelle du marché domestique. Cette confiance accrue encourage l'initiative, l'investissement et la prise de décision plus rapide. Pour les travailleurs et indépendants, l'effet est indirect mais structurant. Lorsque les entreprises encaissent plus vite et à moindre coût, elles sont moins contraintes par des tensions de trésorerie chroniques. Cela se traduit par des paiements plus réguliers, une meilleure capacité à maintenir l'emploi et, dans certains secteurs, une plus grande stabilité des revenus. Le changement n'est pas spectaculaire au quotidien, mais il s'accumule dans le temps. Pour les jeunes entrepreneurs et innovateurs, le système de paiement panafricain agit comme un signal. Il montre que des solutions conçues localement peuvent fonctionner à grande échelle. Cette crédibilité nourrit l'ambition de développer des services adaptés au contexte africain, sans dépendre systématiquement de standards importés. L'espace d'expérimentation s'élargit, notamment dans les services numériques et le commerce régional. Enfin, pour les citoyens engagés et observateurs, l'enjeu est plus symbolique. Voir l'Afrique gérer ses propres flux financiers renforce le sentiment d'autonomie collective. Le débat ne porte plus uniquement sur ce que le continent subit, mais sur ce qu'il construit.
Cette évolution influence la manière dont chacun se projette dans l'avenir économique régional. Ainsi, le système de paiement ne touche pas seulement des bilans comptables. Il agit sur les comportements, les attentes et la confiance. Ce sont ces changements discrets, mais durables, qui détermineront l'ampleur réelle de son impact. À ce stade, la question n'est plus de lancer le système de paiement panafricain, mais de le consolider. Une feuille de route crédible repose sur quelques leviers précis, articulés dans le temps et portés par des acteurs identifiés. Le premier levier concerne l'infrastructure numérique. Les banques centrales et les institutions financières doivent continuer d'investir dans la fiabilité des plateformes, la redondance des systèmes et la cybersécurité. L'objectif est simple: garantir que l'augmentation des volumes ne fragilise pas la stabilité opérationnelle. Cette étape conditionne toutes les suivantes. Le deuxième levier est la coordination réglementaire. Sans uniformiser totalement les cadres nationaux, il s'agit d'aligner des règles minimales communes sur la compensation, la transparence et la gestion des incidents. Une gouvernance claire réduit l'incertitude et accélère l'adhésion de nouveaux pays sans créer de dépendance excessive à une autorité unique. Le troisième levier touche la formation et l'usage. Les banques commerciales, les entreprises et les PME doivent être accompagnées pour intégrer pleinement le système dans leurs pratiques quotidiennes. Plus l'outil est utilisé de manière routinière, moins il dépend de décisions politiques ponctuelles. L'adoption devient alors organique. Un quatrième levier, souvent sous-estimé, est la mesure continue des résultats. Suivre les coûts, les délais et les volumes permet d'identifier rapidement les points de friction et d'ajuster la trajectoire sans attendre une crise. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré insiste sur une logique de responsabilité partagée. Pour lui, la souveraineté financière ne se décrète pas. Elle se construit par des choix cohérents, évalués dans le temps. La feuille de route n'est pas un plan figé, mais un cadre évolutif, capable d'absorber les chocs et de transformer les premiers succès en acquis durables. Au terme de ce parcours, l'image qui revient n'est pas celle d'une plateforme numérique abstraite, mais celle d'acteurs concrets qui ajustent leurs pratiques au quotidien. Les banques centrales qui coopèrent directement, les PME qui n'attendent plus des jours pour être payées, les institutions locales qui retrouvent un rôle central dans la circulation de la valeur. Ce sont ces scènes ordinaires, déjà évoquées plus tôt, qui donnent sa consistance réelle à la transformation en cours. Le système de paiement panafricain ne promet pas une rupture instantanée avec l'ordre financier mondial. Il introduit quelque chose de plus discret, mais plus profond: la capacité de choisir. Choisir des circuits plus courts. Choisir des règles communes adaptées au contexte régional. Choisir de conserver localement une part de la valeur produite. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme un rappel constant de l'intention initiale. Son discours revient toujours au même point. Sans maîtrise des flux financiers, toute souveraineté reste fragile. Cette constance donne une cohérence à des décisions techniques qui pourraient autrement sembler fragmentées. La phrase qui s'impose alors est simple: l'autonomie commence par la pratique. Elle ne se proclame pas, elle se répète, transaction après transaction. C'est dans cette répétition que le changement prend racine. La mise en place du système de paiement panafricain ne clôt pas un débat, elle l'ouvre. Elle invite gouvernements, entreprises et citoyens à réfléchir à la manière dont cet outil peut être utilisé, amélioré et étendu. L'enjeu n'est pas de célébrer une réussite technique, mais de s'interroger sur les usages concrets qui en feront un levier durable de transformation économique. Pour les décideurs publics, la question porte sur la gouvernance et la coopération à long terme. Pour les acteurs économiques, elle concerne l'intégration réelle du système dans les stratégies commerciales quotidiennes. Pour les observateurs et les citoyens, elle touche à une réflexion plus large sur la place de l'Afrique dans un monde où les équilibres financiers évoluent rapidement. Dans cet espace de discussion, la référence à Ibrahim Traoré fonctionne comme un point d'ancrage intellectuel. Elle rappelle que l'autonomie financière n'est ni un slogan ni une fin en soi, mais un processus collectif
qui demande constance et lucidité. La suite dépendra moins de la technologie que des choix humains qui l'accompagnent. Comment ce nouvel espace financier sera-t-il habité, régulé et partagé? C'est Ketto. C'est cette question ouverte qui déterminera la portée réelle de la transformation engagée. Ouais, Roger.